Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Layup, ton rendez-vous NBA, ton rendez-vous préféré. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons accueillir un invité de prestige. Il a été joueur, entraîneur, star des playgrounds de Varennes-Vauzelles, mais aussi président d'un grand club. Je veux bien sûr parler de Chris. Oh, bienvenue dans Layup. Aujourd'hui, Playoff 2020. On fait les previews, mais tout de suite, les news. Pour commencer, vous le savez, la NBA a repris en vase clos dans une bulle à Orlando. Chris, tes premières impressions après cette fin de saison régulière ? Je dirais dans un premier temps, une belle réussite pour la NBA. Je pense que Adam Silver peut se féliciter de ce qu'il a entrepris. C'était extrêmement risqué, avant tout d'un point de vue sanitaire. Et en plus, derrière, il y avait aussi tout le plan sportif, mais c'est une réussite totale à ce jour. On est ravis de revoir du basket dans cet endroit qui est peut-être le plus sécurisé des États-Unis actuellement. Oui, on avait un peu peur de l'ambiance aussi, mais finalement, ces écrans tout autour, les spectateurs virtuels aussi, c'est assez sympa. Au niveau sonore, j'ai trouvé ça peut-être un peu vide par moment. Après, on ne se rend pas compte de l'ambiance que ça peut donner sur place pour les joueurs, mais on a l'impression que les joueurs le vivent plutôt bien. Et finalement, le niveau de jeu est pas si mal pour une fin de saison régulière. On n'entend pas les dribbles et les bruits de filet, ça nous manque un petit peu, là, c'est un peu curieux. Là, de fait, c'est bizarre, il y a presque moins de bruitage que dans un match normal où normalement en plus on a le public et on a tout. Il reste le jeu. Il reste le jeu. Et notamment le jeu, parce qu'on va malheureusement pas en parler lors de ces previews, l'équipe qui nous a le plus impressionné, Phoenix Suns, 8 victoires. Ouais. Champion de la bulle, s'il devait y en avoir un, 8-0. On était quelques-uns à presque rire qu'il soit là. C'est ça, exactement. Puis finalement, extraordinaire, quoi. Récompensé en cela par l'award du meilleur coach pour Monty Williams et une place dans le meilleur 5 de la compétition pour Devin Booker qui a éclaboussé toute sa classe, la bulle, avec un shoot au buzzer contre les Clippers sur le nez de Paul George et Kawhi Leonard, s'il vous plaît. Magnifique. Magnifique. On espère les revoir de la même manière la saison prochaine maintenant, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Award, toujours, on enchaîne avec le MVP de la bulle, c'est donc Damian Lillard, largement mérité. C'est l'équipe qui sort de cette qualification au play-in, le premier de l'histoire. On rappelle qu'ils ont joué contre Memphis leur place en play-off, bravo à eux. Et puis, en fait, le mec a loupé 2 lancers francs et après il a écrasé la ligue en mettant 154 points sur 3 matchs. Et puis il en met encore 30 et quelques dans le match de barrage. Exceptionnel, Damian Lillard. Damien Lillard a ramené les Blazers au niveau où ils auraient dû être, même un peu plus haut. Ça fait plusieurs saisons, ils ont fait 2 fois 3e, je crois, de la saison régulière. Il faut une finale de conférence. Ils n'avaient rien à faire en dehors des playoffs. Et je pense que c'est un très grand champion. Il l'a prouvé et il a effectivement porté son équipe sur ses épaules pour arracher ses playoffs et ça va être passionnant. Et n'en dévoile pas trop parce qu'on fera de toute façon la preview de la série qui opposera Portland aux Lakers. Rapidement, dans le meilleur 5 de la compétition, on retrouvait donc Devin Booker, Damian Lillard, Luka Doncic. À savoir que les 3 ont été élus avec le maximum de voix. James Harden et TJ Warren, autre grosse surprise de cette bulle. Étonnant TJ Warren. Complète ce 5 ultra small ball en mode Houston Rockets avec plein de pistoleros. Le plus grand, ça doit être TJ Warren. Qui va jouer pivot donc. Et à l'inverse, on a un autre 5 qui est un peu plus grand avec Antetokounmpo, Porzingis, Michael Porter Jr. de Denver. Belle révélation. Ah ouais, le rookie de la bulle, s'il devait y en avoir un. Voilà, c'est ça, Et Caris LeVert et Kawhi Leonard complètent ce 5 majeur, assez intéressant aussi. Caris LeVert, plus de 25 points de moyenne, on en reparlera aussi lors des previews. Bon, c'est fini pour ces news, on passe tout de suite aux previews, je vous préviens, on va faire ces previews en 2 parties, là c'est la première partie, et on va choisir tout simplement l'ordre chronologique des premiers matchs. On commence tout de suite avec les previews. On commence avec ce premier match de play-off, c'est eux qui avaient joué un des derniers matchs de la saison régulière, c'est eux qui ont joué aussi le premier match de la bulle, c'est eux qui joueront le premier match de ces play-offs un peu particuliers, c'est Utah, qui n'aura pas l'avantage du terrain, mais de toute façon il n'y aura pas d'avantage du terrain, face à la tête de série numéro 3 de la conférence Ouest, les Denver Nuggets.
Alors, des dynamiques complètement différentes sur ces deux équipes. Hein. Oui, parce que Denver, premièrement, paraît beaucoup plus serein que les Jazz. Alors justement, pour rebondir tout de suite sur les Jazz, moi, ils m'ont un peu déçu. Ils me déçoivent depuis le début de l'année quand même, hein, parce qu'on pensait qu'avec l'apport de Mike Conley, qui s'est très mal intégré, sauf pendant ce laps de temps sous la bulle, il a un peu mieux joué, mais du coup il sera absent je crois, hein, pour les 2 premiers matchs. Oui, déjà un point sur les absents, Mike Conley, donc minimum les 2 premiers matchs pour assister à la naissance de son fils ou sa fille. Bogdanovic n'a pas intégré la bulle. Et on a appris aussi que Ed Davis, donc, qui est remplaçant de Rudy Gobert dans la raquette, ne sera pas là. Ouais. Donc, une 3 recrues quasiment les plus grosses de l'intersaison. Une dynamique pas très positive, on va dire, pour les Jazz. Ils n'ont pas trouvé leur osmose, ils n'ont pas trouvé le rythme qui les faisait, comme on dit, intéressants l'année dernière, non, un petit peu, donc dans la mesure où ils pratiquaient un basket extrêmement sérieux basé sur la défense. Et là, du coup, la défense, on la voit plus. Ils ont le double meilleur défenseur de l'année. Mais en l'occurrence, ça ne se traduit pas sur le terrain. Non. Ça défend vraiment beaucoup moins bien du côté d'Utah. En attaque, ils ne se sont pas trouvés. Le rôle de Joe Ingles, qui était vraiment une sorte de plaque tournante, ça ne marche plus. On voit l'importance qu'avait Ricky Rubio dans l'effectif. Effectivement, Mike Conley, une catastrophe. Remarque, de toute façon, il ne sera pas là. Vraiment, l'attaque va être principalement dans les mains de Donovan Mitchell, qui lui aussi doit nous montrer autre chose. Oui, parce qu'il n'a pas été spécialement non plus brillant ni régulier pendant ce temps sous la bulle. Donc effectivement, les Jazz ont beaucoup de choses à prouver. D'ailleurs, en saison régulière, les Nuggets ont battu 3 fois Utah, dont une fois dans la bulle, en double prolongation quand même. Donc c'est peut-être que ça augure de matchs assez serrés. Oui. Même si je me méfie des matchs sous la bulle pour certaines équipes. Et à l'inverse, on a Denver. Oui, parce que finalement, les 2 bilans sont équivalents dans la Ligue. 3-5 de chaque côté, donc des bilans très moyens. Mais en fait, on a une autre impression du côté des Nuggets, qui eux aussi avaient des joueurs absents, Gary Harris, Will Barton. Et en fait, on en profitait pour faire émerger Michael Porter Jr., on vous en a parlé dans le 2e meilleur 5. Sans parler de Bol Bol, c'était vraiment l'équipe. C'était une équipe surprise alors que c'est le 3e meilleur bilan. L'année dernière, c'était le 2e meilleur bilan de la conférence. J'ai l'impression qu'ils confirment au haut niveau. Et là, on les attend aussi surclasser peut-être cette équipe d'Utah au premier tour. En tout cas, ils ont les armes, ils ont un effectif qui est très long et ils ont Jokic à l'intérieur qui risque de poser des gros problèmes à la défense d'Utah. Moi, j'ai l'impression d'une équipe qui est sûre de son basket, hein, qui joue de manière extrêmement sereine et qui, plus est dans la bulle, a rallongé son banc. C'est ça. C'est quand même assez surprenant, mais Michael Porter Jr., on ne l'attendait pas à ce niveau-là. L'année dernière, il est rookie, l'année dernière, il n'a pas joué. Voilà, il est rookie sans le blessure, mais là, vraiment, il a prouvé que c'était un rookie extraordinaire. Et donc, et le joueur dont tu parlais, non, j'ai oublié de l'instant, Bol Bol, qui lui est quand même la surprise du chef, parce qu'effectivement, il a un gabarit qui est peut-être surprenant, mais ça en fait pas automatiquement un grand basketteur. Sûr qu'il ait un gros temps de jeu non plus dans ses playoffs. On a vu des gestes qui étaient quand même intéressants, hein, un tir à 3 points, le dribble, enfin bonne manière de ballon. À cette taille-là, c'est quand même intéressant. Donc, et il y a Jeremy Grant aussi qui prend une autre ampleur, et puis qui vient ajouter une dimension physique à la raquette qui peut manquer quand c'est Millsap et Jokic qui eux sont plutôt sur le QI et sur vraiment la vision du jeu collectif. Ça peut être un lieutenant extrêmement solide, Jeremy Grant, bien comme ça. Et une bête physique. Hein. Donc moi, Denver, sans trop de soucis, j'allais dire. Malheureusement pour les Jazz, mais plutôt Denver. Quelque chose que tu retiens que tu vas regarder avec un peu plus d'attention? Le duel Jokic-Gobert, oui. Automatiquement. Donc est-ce que Gobert sera capable d'arrêter Jokic? Dans certaines parties, oui. Sauf que je pense que Jokic va l'emmener à l'extérieur. Et là, il y aura beaucoup plus de difficultés. Et Jokic a une telle vision du jeu que ça va ouvrir des boulevards. Là, tactiquement, ça va être compliqué parce qu'on va dire que c'est le seul rempart défensif qui a à peu près d'aplomb dans l'équipe d'Utah. S'il va au large, on sait que c'est quand même pas un immense défenseur au large, ça va créer en plus des boulevards dans la raquette. Et comme tu l'as dit avec la vision de Jokic, c'est fini pour Utah. Moi, je pense que ça va être finalement un gros duel, mais ça va marquer encore un peu plus le déséquilibre entre les deux équipes. C'est ça, il peut y avoir un différentiel qui s'accentue. Termine cette petite preview par un pronostic pour toi. Allez, je dirais 4-2 pour les Nuggets. Parce que par fierté, cette équipe quand même est là en play-off depuis quelques années. On peut penser qu'ils pourront arracher quand même la victoire, mais le 2, c'est un petit 2. Hein. Un petit 2. Oui. C'est un tellement petit 2 que moi je mets 4-1 pour les Nuggets.
Je pense qu'il n'y a pas photo entre les équipes. Et puis les Nuggets en plus ont un peu d'expérience l'année dernière. Ils ont passé un tour. Ils ont perdu au match 7. C'était quand même une petite déception contre Portland. Faut qu'ils confirment leur statut dans la conférence. Et ça passera par dominer nettement Utah. Et je pense qu'ils ont largement les moyens. Et c'est ce qui risque de se passer, en tout cas dans mes previews. Allez, on enchaîne. Deuxième confrontation, et on part dans la conférence Est. Ça risque de ne pas être la confrontation la plus relevée entre Toronto Raptors, Toronto champion en titre, tête de série numéro 2 à l'Est, face aux Brooklyn Nets qui finissent, je vais dire fièrement 7e, parce que vu les pépins qu'ils ont eu durant la saison, Kevin Durant d'ailleurs n'était pas là de toute la saison, Kyrie Irving n'a joué que 20 matchs, ils sont venus dans la bulle sans Spencer Dinwiddie, pas non plus de DeAndre Jordan, pas de Wilson Chandler, je crois. Non, je crois pas. Enfin bref, pléthore d'absents. Et malgré cela, une équipe solidaire, une équipe qui a joué, l'émergence encore un peu plus haut de Caris LeVert, qui a tourné à plus de 25 points dans la bulle et qui figure dans le deuxième meilleur 5. Donc, une équipe quand même enthousiasmante, malgré le fait que ils jouent même pas l'avenir, parce qu'on sait que l'année prochaine, ça sera pas cet effectif-là, ça sera probablement même pas ce coach-là. Donc une équipe qui est là, qui joue tout pour le tout, juste pour l'amour du jeu, comme dirait Michael. C'est quand même enthousiasmant. Et face à eux, Toronto. Moi, ils m'ont réjoui parce que c'est l'équipe la plus décimée qui est arrivée. Vraiment, clairement. Ils avaient perdu. Avec Washington qui avait rien à foutre là. Alors, ouais, c'est encore autre chose, ça, l'autre problème. Mais c'est vrai que les Nets sont arrivés dans un état de délabrement total, j'allais dire, quand on joue, enfin délabrement. La preuve que non, d'ailleurs, je me contredis moi-même, dans la mesure où sur le terrain, ils ont montré qu'ils avaient quelque chose à faire ici, et ils l'ont fait, pas contre n'importe qui. Les Bucks, alors même si c'était pas l'équipe première des Bucks, néanmoins, je pense pas qu'ils étaient là pour perdre ce jour-là. Et c'était pas l'équipe première non plus des Nets, même l'équipe qui est arrivée là, il y avait quand même quelques remplaçants qui étaient sur le terrain. Et à cette occasion, moi je me réjouis de l'émergence de Timothée, parce que Cocorico, là, il a pu exister pendant 2-3 matchs quand même, où il a fait des... Tu l'appelles par son prénom d'ailleurs. Je l'appelle Timothée. Et Timothée Luau, Cabarotte. Et qui a été très bien. J'espère que l'équipe et le staff des Nets va se souvenir de ce qu'il a pu produire pendant ces matchs dans la bulle. Mais bon, bravo à eux, voilà. Et puis c'est des deux côtés du terrain en plus. Il a fait au moins 3 matchs, je crois, plus de 1 point, fort. Écoute, s'il pouvait un peu se montrer au moins pendant ces playoffs avec des vrais matchs en jeu, avec une telle visibilité, ça peut être intéressant. Si tu nous écoutes. Ouais, on croit en toi. Jarrett Allen, je pense qu'il lui fait partie peut-être des gens qui sont là sur le long terme, à montrer que c'était un pivot plus qu'intéressant. La confirmation de Caris LeVert, dont on savait que c'était un très très bon joueur et qu'il le prouve, tout simplement. À voir leur comportement pendant ces playoffs, parce qu'ils vont tomber sur un gros morceau quand même. Ouais, Toronto, les champions en titre. On va pas refaire tout le listing de leur saison. Je vous conseille d'aller voir, justement, on avait décerné des lauréats dans les précédentes vidéos, notamment sur nos bonnes surprises à l'Est, ils y figuraient. Champions en titre, ils perdent Kawhi Leonard, MVP des finales, ils perdent Danny Green. Ils les remplacent même pas réellement dans l'effectif. Et ça tourne tout aussi bien. Il faut savoir qu'ils finissent la saison régulière avec le meilleur pourcentage de victoires de leur histoire. Donc voilà. Ça tourne des deux côtés du terrain, magnifique Kyle Lowry, magnifique Fred VanVleet, et il n'en finit pas de nous surprendre, une raquette solide Ibaka Gasol, Siakam All-Star cette année, qu'assume complètement, et puis Mike Powell, Chris Boucher, Davis, Norman Powell, enfin... Moi je suis stupéfait par cette équipe, stupéfait. Ils perdent le MVP des finales. Des finales dont ils sortent champions, il ne faut pas l'oublier. Ils perdent leur meilleur joueur qui les a hissés au niveau du titre et au titre. Le collectif est meilleur. Je trouve que le collectif est encore meilleur. Alors par la force des choses, parce qu'effectivement il fallait compenser la part d'un tel joueur, donc ça veut dire qu'il ça passait aussi par une organisation peut-être un peu différente. Et alors je ne veux pas me perdre en conjecture, mais bravo Nick Nurse, non ? Oui, bravo Nick Nurse, on aura sûrement l'occasion d'en parler, mais un grand bravo à lui. Si tu devais suivre quelque chose sur cette série qui paraît quand même très déséquilibrée. J'allais dire 2 petites choses. Alors le comportement de nos Nets, on vient de l'évoquer. Comment vont-ils... qu'est-ce qu'ils vont faire en play-off ? Mais bon, on n'en attend pas non plus grand-chose. Mais peut-être pour moi, Pascal Siakam. Je voudrais voir si Pascal Siakam est capable de se hisser
au niveau du All-Star, là, du leader. All-Star. Il est déjà All-Star, mais je veux dire du All-Star des playoffs, mais celui qui va être le leader de l'équipe, parce que c'est ce qu'on va attendre de lui en l'absence de Kawhi Leonard cette année. Pascal Siakam est-il capable d'être un leader dans la mesure où c'est un petit peu compliqué chez eux? Kawhi était un leader naturel. Là, il y a Kyle Lowry aussi, qui est un petit peu l'âme de cette équipe. L'âme et le leader vocal, alors que c'est le leader par le jeu qu'on attend. C'est ça. Alors donc, est-ce que Siakam est capable de prendre le costume? Et puis, moi je lui souhaite, et je le crois. Je le crois profondément. D'accord. C'est bourré de talent quand même. Un pronostic? 4-0. Ah oui. Sweep. Ouais. Bon, moi je serai un tout petit peu plus clément et je vais dire un gentleman sweep pour Toronto, bien sûr. Donc 4-1 pour Toronto. Allez, avec un gros match de Caris LeVert, un beau collectif et une petite surprise. Plutôt en début de série, parce qu'à mon avis, une fois qu'ils seront lancés, ça va être le rouleau compresseur. Oui, et ça joue bien des deux côtés du terrain. C'est ça le problème, c'est que je pense que c'est très déséquilibré. Mais bon, allez, on espère un 4-1. Pour cette nouvelle confrontation, on reste dans la conférence Est et on va du côté du Massachusetts où les Celtics, 3e de la conférence, vont rencontrer les Philadelphia 76ers, 6e de la conférence pour une confrontation. En début de saison, on n'aurait pas dit que ça se serait déroulé au premier tour déjà. Certainement pas, et encore moins dans ce sens-là. Les Sixers qui reçoivent les Celtics d'une certaine manière, qui ont l'avantage du terrain, même si à Orlando... Et peut-être plutôt au deuxième tour, voire en finale de conférence, ça aurait été possible. Et puis s'il y en a une des deux qu'on aurait vu au top, c'était pas forcément les Celtics de toute façon, effectivement. C'était plutôt les Sixers. Les Sixers en début de saison, moi j'en avais fait mon favori pour le titre, donc c'est pas encore foutu, mais on est mal barré. On va commencer par les Sixers. Déjà ils ont perdu Ben Simmons dans la bulle. C'est emmerdant, c'est quand même leur meneur titulaire et leur co-star de l'équipe. Et au-delà de la bulle, l'équipe n'a jamais trouvé une vraie cohérence dans le jeu. Moi, je suis extrêmement déçu par les Sixers. J'ai l'impression que le process s'est terminé en cours d'année. Ouais, ça va être un petit peu difficile, mais là, il n'y a plus de process du tout. C'est chacun y va de son action. On attend Joel Embiid à tous les matchs. Qui est moins bon que l'année passée. C'est compliqué pour lui. Ils n'ont pas résolu leurs problèmes de meneur et de petite taille. Enfin, de petite taille dans le sens inverse. C'est-à-dire, il manque de il y a plein de choses. En fait, l'équipe est mal foutue. On a récupéré Horford alors qu'on n'a que des grands. On n'a pas de shooter. Simmons a toujours pas développé son shoot. Et Embiid paraît un peu faire la gueule. Oui, alors bon, il a un petit peu cyclotimique notre ami, Embiid, il est gentil, mais enfin, bon, alors peut-être qu'il se nourrit un petit peu de ses coups de gueule, un peu gonflant par moment, mais on l'attend plutôt constant et à un autre niveau sur le terrain. C'est ça. Et du coup, ça a donné une saison régulière très faible, il finit 6e, ils n'auraient même pas l'avantage du terrain s'il y avait un avantage du terrain. Comme on l'a dit, ils perdent Simmons, ils vont avoir un gros problème à la main parce qu'on aime bien Shake Milton, mais c'est plus un shooter, c'est en aucun cas un organisateur. Ça va être qui? Ça va être Raoul Neto à la main en titulaire, ça m'étonnerait. Ça va être un gros problème. Alors l'avantage, c'est que beaucoup de ballons vont encore plus passer par les mains de Joel Embiid. Ça va être plus de pression. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de tomber contre les Celtics, là où il va avoir un match-up hyper favorable, parce que les Celtics dans la raquette, c'est quand même un peu le néant. Là, pour le coup, pour démarrer, pour lui, c'est excellent. Bon, en plus, ils ont Horford qui aura pu donner peut-être quelques indications sur son équipe passée, même si c'est valable dans l'autre sens, parce qu'on ne le dit jamais. Mais l'équipe passée Horford connaît très bien Horford aussi. Mais néanmoins, oui, Embiid va sortir son épingle du jeu. C'est évident que tout le jeu va se faire sur lui et que ça va fonctionner. Maintenant, moi, je ne pense pas que ça suffise. Voilà. Non, c'est sûr, parce que de l'autre côté, justement, à Boston, on a vu un effectif qui joue hyper bien, une des équipes qui joue le mieux au basket, qui se passe la balle. L'émergence de Tatum à un niveau extrêmement élevé. Jalen Brown juste derrière, pareil, à un niveau All-Star. Gordon Hayward qui revient vraiment de sa blessure, très complet, 17 points cette année, et qui distribue, qui va prendre des rebonds, qui vraiment est un peu le couteau suisse de l'équipe. On attend un petit peu plus de Kemba Walker qui sort d'une bulle un peu moyenne. Et de blessures. Je pense que ça peut peut-être expliquer aussi ça, parce que dans la saison ça se passait pas si mal. Et après, comme on le disait, par contre, à l'intérieur, il y a Daniel Theis qui offre des belles choses. Est-ce que c'est vraiment un titulaire en NBA, Daniel Theis? Par la force des choses aux Celtics, il l'est devenu, mais c'est vrai que normalement c'est quelqu'un qui sort du banc, oui, bien sûr. Non, c'est pas, et derrière, c'est pire, c'est Williams qui vient en relais à l'intérieur, et sinon ça joue quasiment sans vrai poste 5, parce qu'on sait qu'ils ont Poirier et Taco Fall, mais qui ne jouent pas.
Ils n'ont pas fait jouer. Alors maintenant, Brad Stevens c'est mieux passé que nous pour juger. On aurait aimé voir évidemment Vincent Poirier faire quelques piges quand même là. Moi je suis sûr qu'il a 10-15 minutes. Il a 10-15 minutes à apporter, ne serait-ce qu'en défense et au rebond. Alors en défense, on l'avait vu avec l'équipe de France, c'est pas Gobert, mais bon, il peut apporter sa taille. Par contre, au rebond, c'était quand même le meilleur rebondeur de l'Euroleague la saison passée. Quand même, c'est un guerrier. Je sais pas, moi je pense qu'il aurait pu apporter. Maintenant, c'est Brad Stevens, je pense qu'il sait ce qu'il fait, et puis il y a sûrement une raison. Oui. Voilà. Bon. Alors par contre, effectivement, ils ont des ailiers, on n'a même pas parlé de Marcus Smart qui lui peut jouer des postes 1 ou 4 en défense comme en attaque. C'est extraordinaire, quand on parle de sixième homme, on l'oublie souvent. Mais enfin, c'est l'âme presque de cette équipe. C'est fou. Oui. Et puis c'est le côté guerrier, parce que c'est vrai que cette équipe est entre guillemets plus soft. À part peut-être un Daniel Theis qui sait jouer des coudes, mais le hargneux, quoi. C'est des nice guys, on va dire. Ouais. Ah bah oui, c'est gentil. C'est un basket qui est léché. Moi, c'est une des équipes que je préfère voir jouer. Parce que je trouve que quand il y a le jeu collectif se met en place, c'est extraordinaire. Je trouve Boston, c'est vraiment très très agréable. Mais on est en play-off, on est en NBA, et effectivement, il y a un moment donné, la dureté peut-être leur manque. La dureté pourrait leur faire mal. Et moi, je serais Philadelphie, j'appuierais là-dessus. Et dans la raquette, on a parlé de Horford, mais c'est vrai que aussi Tobias Harris est grand. Oui. Et il peut aller un peu les embêter parce que ça va être un des ailiers qui va défendre sur lui et physiquement il les domine. Il les domine. Oui. Donc s'il y a un coup à jouer, c'est ça, dans la dureté et à l'intérieur, très clairement. Ouais. De toute façon, s'ils veulent faire quelque chose, ça passera à mon avis par un Embiid, on en discutait hors antenne, un Embiid vraiment niveau MVP et un Tobias Harris en lieutenant de luxe. C'est ça. Il faudra que ça soit ça. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vu sur la longueur Embiid au niveau MVP. Cette année, on l'a pas vu. Voilà. Et on l'attend sans parler des pépins physiques. Sans parler des pépins physiques. On soupçonne toujours une certaine fragilité, ces joueurs. Oui. Non pas de qualité, techniquement, il est hors norme. C'est certainement intrinsèquement le meilleur pivot de la NBA. Mais par contre, ça ne se traduit pas à tous les matchs. Il se perd des fois avec ses excès d'humeur. Mais bon, si jamais il peut hisser ce niveau-là et l'avoir à chaque match, là pour le coup, ça va devenir intéressant. Est-ce que la limite, justement, elle n'a pas été trouvée aussi par Brett Brown Probablement. Moi, de toute façon, il joue sa tête sur ses playoffs, c'est clair. Probablement. On joue peut-être aussi le duo... parce qu'à l'inverse, imagine qu'ils sortent les Celtics et que ça marche bien de l'autre côté. À mon avis, Simmons, il va pas valoir très très cher, enfin, aux yeux de ses dirigeants. C'est vrai. Moi, j'en doute. Moi aussi, j'en doute. Ils vont pas se mettre d'un seul coup à jouer formidablement bien, alors que toute la saison, ils ont été très moyens. J'ai pas vu d'organisation de jeu, moi, chez les Sixers. À part à domicile. C'est encore un problème. Oui. Et il n'y avait, je crois, de mémoire que 2 défaites à domicile, ce qui est incroyable. Oui, malheureusement, là, tout le monde joue à Orlando. Quoi. J'attends de voir Jason Tatum aussi. Oui. Parce que Tatum, on l'a vu dans son année rookie en play-off. Extraordinaire. Contre le LeBron James en finale de conférence. Exactement. Aucun complexe. Allant de son dunk, je crois, sur le King. Et je voudrais voir comment il va se comporter dans cette équipe-là, dans ce collectif-là. Voilà. Je pense que ça va être à lui de les porter. Après, sur cette confrontation-là, peut-être pas. À la limite, moi, je serais curieux de voir comment Kemba Walker revient. Parce que si les Celtics veulent viser un peu plus haut, là, pour le coup, ils vont pas jouer qu'avec que des ailiers. Il faut quand même au moins qu'il y ait un meneur. Déjà qu'à l'intérieur, c'est léger. Et puis oui, Joel Embiid de l'autre côté, forcément. On n'a pas parlé de Josh Richardson, mais qui, moi, m'a un peu déçu. Je trouvais qu'il était il a fait un match de Miami. Dans la bulle, il a fait un match. Ça, il a fait un match très bien, même. Mais bon, c'est pareil, ça part de faits individuels. Je veux dire, on se dit pas ces jours-là, les Sixers sont bien joués. Non. On dit Richardson était défensivement, il y a Matisse Thybulle, là, le jeune, qui est très intéressant du côté. Il y a matière, mais alors effectivement, le regard se tourne vers Brett Brown. Oui. Est-ce que finalement la fin du process n'a pas été terminée avec le shoot de Kawhi Leonard l'année dernière ? Je vois quand même un Joel Embiid et les Sixers faire un petit baroud d'honneur, aller à l'orgueil. Mais malheureusement, ça finira à 4-2 quand même pour les Celtics. Enfin, malheureusement pour les Sixers. Je vais être encore plus dur que toi. Je vois 4-1. 4-1 pour les Celtics. Parce que le baroud d'honneur, oui. Sur un match, oui. Je ne vois pas Joel Embiid tenir la distance à lui tout seul pour maintenir et contenir les Celtics. Donc 4-1. Et on termine cette dernière page de notre première vidéo consacrée au preview des playoffs par la confrontation entre les Dallas Mavericks et l'équipe des Los Angeles Clippers. Les Clippers qui ont fini solide deuxième de la conférence face aux Mavs, qu'on n'attendait pas forcément septième en début de saison, mais
qui derrière un Luka Doncic étincelant, n'ont jamais eu un bilan négatif quand même cette saison. Hein. Donc ils ont été toujours parmi les cadors de la conférence, les sous-cadors. On est quand même un peu surpris de les retrouver là. Évidemment, quand on a vécu la saison, on n'est pas surpris. Non. Mais en début de saison, on les aurait annoncés à cette place-là en play-off. Je crois que ça aurait étonné quand même beaucoup de gens. Et encore, ils ont faibli par moments. Ils auraient presque pu être un peu mieux parce qu'on a vu des jeux remarquables. Hein. Notamment dans la bulle. Moi, je les attendais un peu meilleurs dans la bulle. Oui. Où ils finissent avec un bilan négatif. C'est pour ça aussi que je suis moyennement d'accord avec Doncic et Porzingis dans les 2 meilleurs 5. On a l'impression qu'ils ont éclaboussé tout le monde. C'est généreux. Pas du tout. Alors qu'ils avaient peut-être de quoi aller gratter des places au classement et éviter une des 2 équipes de Los Angeles au premier tour. Parce que, bon, je ne vais pas spoiler le reste de notre rubrique, mais malheureusement pour eux, je pense que c'est vraiment une confrontation qui n'est pas du tout à leur avantage. Non, je pense que c'est pas encore équilibré, malgré le duo extraordinaire que représentent Doncic et Porzingis, surtout pour l'avenir, parce que là, pour le coup, ils ont construit sur quelque chose de fort. Pour moi, clairement, il n'y a pas de suspense, ils ne sont pas de taille à sortir les Clippers. Doncic dans la bulle, 30 points, 10 rebonds, 9,7 passes, à 47-48% au tir, et on a Porzingis qui est quasiment à 30 points de moyenne. Oui. Donc statistiquement, ils méritent leur place dans les 2 meilleurs 5, ça c'est clair. Derrière, faut le dire, même s'il y a des Hardaway, il y a Seth Curry, JJ Barea, Dorian Finney-Smith, il y a du monde, mais c'est assez faible. Boban à ce niveau, Boban qui a fait son match à 20 rebonds quand même l'autre jour. Oui. Toujours sur un faible temps de jeu. Mais j'adore Boban. Partout il passe, il rend service, c'est un joueur. Ton joueur à suivre, du coup, ça sera Boban. Oui, exactement, tiens. Je sais pas, c'est un type intelligent, j'ai l'impression, qui a des valeurs. Marrant en plus, on l'a vu. J'aime beaucoup Boban qui, malgré sa taille, qui pour le coup au basket aurait pu être une force, lui c'est presque un handicap. Ouais. Mais non, Boban extraordinaire. Dallas a fini avec le meilleur offensive rating de l'histoire. Alors, oui. C'est quand même pas rien. Et en plus, on avait vu pendant la saison que même sans Doncic, ça continuait de tourner. Il y a un collectif. Car là, il a mis quelque chose en place qui fonctionne hyper bien. Il y a indéniablement un collectif, mais le pendant justement négatif de ce côté agressif en attaque et efficace en attaque, c'est la défense. Oui. Et là, pour le coup, la défense c'est très moyen. Et là, pour changer d'équipe, ils font face aux Clippers, on finit tranquille 2e de la conférence. On a l'impression sans forcer, ils ont reposé les joueurs. Paul George n'était pas là, pas vraiment en forme. Le duo en sortie de banc a fait des carnages. Ils ont rajouté Reggie Jackson, ils ont rajouté Noah, ils ont ajouté Marcus Morris. Enfin, ils ont l'effectif le plus profond de la ligue, un des plus talentueux, c'est doublé voire triplé à tous les postes, avec un duo de top niveau des 2 côtés du terrain, Kawhi Leonard, Paul George, peut-être même les 2 meilleurs joueurs, les 2 meilleurs two-way players. Donc beaucoup de répondants défensifs déjà d'une première part pour faire face à cette attaque fleuve de Dallas. Et si on veut un peu regarder de l'autre côté, tu l'as dit, c'est pas une grande défense Dallas. Je vois même pas qui est-ce qui pourra s'occuper du duo de stars. Et imaginez un Marcus Morris qui prend feu, un Zubac, alors ça va être le duel contre Boban, mais non, et puis en sortie de banc, Lou Williams qui va allumer tout ce qu'il peut, de toute façon, et puis le retour de Montrezarel qui lui peut défendre sur des grands. Je pense que Montrezarel, ça sera la solution contre Porzingis, il pourra vraiment l'emmerder. Oui. Parce que Porzingis, on le sait, il va pas se mettre dos au panier, essayer de l'enfoncer et jouer de sa taille, il le joue en vitesse. Il le joue en vitesse, il va s'éloigner, donc et Montrezarel est capable d'aller le chercher. Totalement. Mais il y a pas, l'inverse n'existe pas de l'autre côté. Notamment, Paul George et Kawhi Leonard sont capables de défendre sur Doncic. Ils sont capables quand même de l'ennuyer énormément. Même un Pat Beverly sur certaines séquences pour lui offrir une alternative et puis pour le déranger un peu dans l'agressivité. Exactement, donc ça veut dire qu'ils vont pas dérouler leur attaque comme ils le font d'habitude devant cette équipe-là qui, on l'espère, petite note que je mets quand même là, on l'espère, vont pouvoir jouer leur meilleur basket avec leurs meilleurs joueurs. Mais on les a encore pas vus complètement au top tous ensemble. C'est sûr, ils vont s'alterner, ils vont l'épuiser, Doncic. Et je pense que Doncic est un des joueurs qui a le plus la balle en main en NBA. Donc s'ils arrivent à vraiment le gêner sur sa mise en place et sur sa vision du jeu, je pense que derrière, ça va beaucoup appauvrir le jeu que Rick Carlisle a mis en place. Et par contre, comme tu l'as dit, pour en revenir aux Clippers, effectivement, c'est
pendant négatif, on va dire. Ils ont cruisé tout le long de la saison, mais on n'a pas l'impression que pour le moment, ils ont eu besoin de forcer. Et là, on a peut-être besoin de les voir justement mettre cette intensité sur 1, 2, 3, 4 matchs de suite, tous ensemble. Ils sont au complet, ils ont la chance d'être au complet. Paul George dit ne plus du tout souffrir des épaules. Il est à 50% à 3 points dans la bulle, avec plus de 25 points. Kawhi a plus de 28 points, il a 48,5% à 3 points. Tout ça sans forcer. Mais là, on a presque envie de les voir un peu forcer, presque les voir emmenés dans un retranchement par Dallas. C'est ça. Que ça soit un vrai test, une vraie mise en route. Un vrai match de play-off. C'est ça. Un vrai match de play-off parce que pour l'instant, les Clippers sont là, ils sont deuxième de l'Ouest, une des meilleures équipes de la NBA, sans qu'ils aient eu à forcer vraiment leur talent. Exactement. C'est ça qui peut être inquiétant pour leur adversaire. Oui. Parce que si jamais vraiment il reste, et je pense, moi j'en suis persuadé qu'il reste de la réserve à ces joueurs-là, et à cette équipe-là, ça pourrait être extrêmement impressionnant. Ils ont tous les éléments et en plus il y a quand même Doc Rivers sur le banc qui est un vrai meneur d'hommes. Oui. Et il y a quand même Tyronn Lue sur le banc qui est quand même un des plus grands tacticiens de la ligue. On coupera au montage. Moi je vois quand même Dallas prendre un match. Ouais. 4-1. Écoute, je vais te suivre sur ce 4-1 aussi. Dallas, malgré le côté vraiment, c'est très enthousiasmant, ils sont jeunes, il leur manque peut-être pas grand chose pour vraiment viser le top niveau. Un peu d'expérience. Mais comme on l'a dit, c'est dommage qu'ils soient tombés à cette place-là, parce que je pense que par contre le niveau est pas sensiblement beaucoup plus bas que des équipes comme OKC, Houston, les Nuggets ou Utah. C'est évident. Il y a moins de différence. Il y a beaucoup moins de différence, ils sont pas très loin. On ne sait pas trop ce qui leur manque, un petit quelque chose. Doncic peut-être aussi, qui est un peu victime de ses qualités, c'est-à-dire qu'il a tendance, lui, et notamment en fin de match, alors quelquefois et souvent on le retient quand ça marche, mais à tirer le jeu à lui, et peut-être en faire un tout petit peu trop, peut-être le défaut de jeunesse, même si, effectivement, comme tout le monde le dit, il faut arrêter sur l'inexpérience de Doncic. À 21 ans, il n'y en a pas beaucoup NBA qui ont l'expérience qu'il a. Donc, Et d'ailleurs, je pense que c'est un des éléments même qu'on a le plus envie de voir de toutes les séries de playoffs, c'est Doncic en playoff. En playoff, voilà. Pour le moment, on l'a attendu partout. Il a toujours été un peu au-dessus des attentes. Oui. Très très élevé. Oui. Donc là, il est quasiment en triple-double. Est-ce qu'il est capable d'être en triple-double à 30 points de moyenne contre les meilleurs défenseurs à son poste? Voilà. Et puis sur les matchs il en est capable. De playoff. Il en est capable. Il est assez extraordinaire, donc on a hâte de le voir aussi comme ça, avec un Porzingis qui le suit. J'espère que Mark Cuban pourra intégrer la bulle aussi pour quand même les encourager un peu. Juste pour le voir, évidemment, il va s'y faire. Et surtout qu'on peut avoir Mark Cuban contre Steve Ballmer. Excellent. C'est le meilleur combat qu'on peut avoir, le combat de chef, on va dire, le face-à-face des propriétaires, la Mark Cuban, Steve Ballmer, c'est vrai que c'est bon. Oui, personne n'en parle, mais c'est ça le vrai duel de... C'est ce qu'on attend le plus en fait. Voilà. Oui. On est déjà terminé pour cette première partie de nos preview playoffs 2020 de cette bubble d'Orlando. Alors s'il y avait une série de ces 4 qui te... Sixers Celtics. Celtics. Oui, un petit tour à l'Est. Moi je vais rester sur Mavs Clippers. Je pense que c'est une belle confrontation de style et il peut y avoir un niveau de jeu assez extraordinaire entre ces deux franchises. C'est vrai. De toute façon, pareil, on en parlait tout à l'heure, l'intensité est telle en play-off que tous les matchs sont importants. Des fois, il y a une affiche qui peut un peu moins... On va se régaler. Et on n'attend qu'une chose, c'est de se tromper quand on annonce un 4-0 et que ça finisse en 7 matchs. Ah oui. Si tout pouvait être en 7 matchs, ça serait ça parfait, voilà. C'est notre vœu. Exactement. Donc on espère s'être beaucoup trompé. Voilà. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode avec les 4 autres confrontations. Likez cette vidéo, partagez-la, parlez-en à votre famille, vos amis, vos proches, vos ennemis. N'hésitez pas à mettre des commentaires si on s'est trompé, si on a dit des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, mettez des pouces partout. Et puis on se retrouve demain avec Chris qui sera toujours là pour nous éclairer de sa fidèle lanterne.